Je viens avec le sujet le moins léger du monde. C'était un peu le deal lorsqu'on m'a appelé, on m'a proposé ce format-là. On m'a dit, tu sais, c'est un peu format TEDx. Et alors j'ai dit, ouais, mais moi, le format TEDx, ça m'emmerde un peu parce qu'il faut toujours être rigolo, dynamique, faire du storytelling. Et donc, je veux accepter de faire ça à condition de prendre le sujet le plus plombant de toute la convention APM. Et donc, j'ai décidé de vous parler maintenant de décision de fin de vie et d'euthanasie. Et nous allons beaucoup rire ensemble. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'aime quand même bien parler, même si j'aime beaucoup rire, j'aime quand même parler des sujets les plus sérieux, les plus graves et les plus profonds. Je crois que c'est le métier de la philosophie de faire ce genre de choses. Et puis aussi parce que ça va nous donner l'occasion de faire un exercice de pensée. Un exercice de pensée, c'est-à-dire que la philosophie, la grande tâche de la philosophie, c'est pas tellement de donner des réponses, c'est plutôt d'essayer de poser les bonnes questions et d'essayer de rentrer aussi dans la complexité et la nuance. Évidemment, un sujet aussi lourd que l'euthanasie, les décisions de fin de vie vont nous permettre, j'espère, ça. Alors, voilà pourquoi on va parler de ça. Maintenant, comment va-t-on en parler? Je vais m'inspirer d'un collègue philosophe qui s'appelle Marc Grassin et qui a publié il y a maintenant déjà une vingtaine d'années un livre très intéressant sur les décisions de fin de vie qui s'appelle « Le nouveau-né entre la vie et la mort » et je m'inspire dans mon propos de ce qu'il raconte. Mon point d'entrée, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande souvent, et parfois c'est légitime et puis parfois c'est pas très pertinent, dans des émissions de télé, il faut être pour ou contre. Alors on a des gens qui votent, on pourrait par exemple ici être très interactif et dire qui est, on pourrait montrer la photo de quelqu'un qui est en grande difficulté de santé et puis on ferait un petit vote pour savoir qui est pour son exécution et qui est contre son exécution. Et ce serait absolument sordide, on ne va évidemment pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la question de l'euthanasie va justement pas se régler en ayant une petite opinion pour ou une petite opinion contre. Le propos de Marc Grassin et le mien aussi, c'est de dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'euthanasie, les décisions de fin de vie, je reste général, on ne peut pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais les décisions de fin de vie, ça ne peut justement, on ne peut pas être pour et en même temps, on ne peut pas être vraiment contre. Alors justement, essayons d'expliquer. Pourquoi on ne peut pas être pour l'euthanasie au sens où on serait pour l'OM, pour le PSG ou pour je ne sais pas quoi? On ne peut pas être pour parce que, évidemment, on en a tous conscience, une décision de fin de vie, ça n'est pas quelque chose de réjouissant. Ça n'est pas quelque chose pour lequel on peut juste se mobiliser avec enthousiasme en disant oui, c'est super, maintenant on est pour l'euthanasie et on s'en est débarrassé. Évidemment, c'est une transgression extrêmement grave, on reviendra sur le mot transgression tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre société, même si effectivement on perd sans doute beaucoup de repères, on en a quand même un qui tient un peu, c'est que tuer l'autre, même si c'est dans des conditions particulières, ça n'est pas un acte anodin et c'est surtout un acte absolument interdit. C'est-à-dire que l'interdit du meurtre est un interdit majeur de la fondation du vivre ensemble et de notre civilisation. Donc il n'est en fait pas possible d'être pour l'euthanasie. Mais en même temps, il n'est pas possible d'être contre l'euthanasie. Et là, Marc Grassin, dans son argumentaire, nous donne des exemples auxquels on peut évidemment songer. Et notamment, Marc Grassin, contrairement à moi, est croyant, il a une sensibilité chrétienne. Mais malgré cette sensibilité chrétienne, il est très agacé par le discours parfois assez dogmatique et figé, notamment des institutions religieuses, qui disent en fait, nous refusons toute forme d'euthanasie. Nous sommes simplement contre. Et l'idée de Marc Grassin, c'est de dire qu'évidemment, être simplement pour ou être simplement contre, eh bien, c'est en fait un confort intellectuel, et notamment quand je suis contre, eh bien, mine de rien, je trahis aussi tout esprit de compassion, parce que je peux avoir en face de moi quelqu'un qui souffre énormément, et je peux simplement m'en laver les mains en disant, ben moi, vous savez, je suis contre l'euthanasie, donc elle a qu'à, il a qu'à, ou elle a qu'à continuer à souffrir jusqu'à ce que la mort décide tout seul de l'enlever à la vie. Donc, on ne pourrait en quelque sorte pas être pour et pas être contre. Et la proposition, c'est d'être en fait, à vrai dire, pour et contre. Et alors évidemment, vous dites, ça y est, encore un philosophe qui nous raconte des trucs bizarres, où il s'agit d'être à la fois pour et contre. J'ai juste noté de mémoire une phrase de Martin Heidegger qui m'a marqué. Il dit que la véritable pensée, je l'ai noté ici, donc je vais juste la reprendre, la véritable pensée exige de nous que nous acceptions de nous arrêter sur des choses qui, à première vue, paraissent inconciliables. Comment pourrait-on être à la fois pour et contre l'euthanasie? C'est ma proposition et celle de Marc Grassin. On va essayer de l'expliquer maintenant. Mais avant de l'expliquer, quel est le but? Le but, c'est pas de dire est-ce qu'il faut être pour ou est-ce qu'il faut être contre. La vraie question, je crois,
c'est dans une décision grave de fin de vie, comment peut-on être digne? C'est-à-dire comment peut-on individuellement, si on est confronté à ce genre de choses, comment en tant que médecin, si je décide d'une fin de vie, mais aussi d'un point de vue social, si nous faisons à un moment ou un autre des lois, des cadres, des choses de ce genre-là, comment peut-on rester digne dans une décision de fin de vie? La proposition de Marc Grassin, c'est donc de nous proposer d'être ni pour ni contre, ou plus exactement d'être à la fois pour et à la fois contre. Et ça n'est pas qu'un artifice rhétorique, mais Marc Grassin nous propose un mot, un concept, qui est celui de transgression. Et ce mot de transgression va nous permettre de penser la possibilité d'être à la fois pour et contre l'euthanasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la proposition de Marc Grassin est de dire, d'abord, je vais être contre l'euthanasie, c'est-à-dire que je suis contre le fait de donner la mort à quelqu'un, et c'est un interdit qui ne peut être transgressé, enfin qui ne peut être discuté ou négocié. Il n'est pas possible d'être pour l'euthanasie. Néanmoins, tout en considérant que l'on est contre, pas contre, mais qu'on ne peut pas être pour l'euthanasie, eh bien je vais éventuellement accepter la possibilité de transgresser cet interdit. C'est-à-dire que la notion de transgression nous permet de dire quoi? Nous permet de garder authentiquement présente la notion d'interdit du fait de donner la mort, ce qui nous semble quelque chose d'absolument décisif, mais aussi d'accepter la possibilité de transgresser cet interdit. Quel est l'avantage, entre guillemets, ou en tout cas quelle est l'idée derrière ma proposition et celle de Marc Grassin? C'est de dire que, et c'est ça le cœur du sujet, c'est de dire que dans ces décisions graves, nous gardons notre dignité d'être humain en considérant que non, il n'est pas possible de donner la mort, mais néanmoins, je vais éventuellement accepter de transgresser cet interdit pour néanmoins donner la mort. Parce que l'idée aussi est de faire que dans cette décision grave, à partir du moment où j'accepte que c'est une transgression pleine et entière, j'accepte aussi d'être pleinement présent et responsable et d'assumer cette transgression. C'est-à-dire que notre humanité, et c'est ma préoccupation ici, c'est comment fait-on dans cet acte grave pour ne pas perdre notre humanité. Ça, c'est le premier concept que j'avais envie de développer avec vous pour vous aider, vous donner des outils pour penser ces questions importantes. La deuxième proposition, c'est qu'évidemment, on serait tenté de dire, une fois qu'on a dit ça, on serait tenté de dire, c'est très tentant dans notre époque, de dire oui d'accord, alors ok, on va dire qu'on n'est pas pour, mais qu'on va accepter ponctuellement de transgresser. Et la bonne solution, ce serait qu'on ait des règles. Et notre époque technique, éminemment technique, est très friande de règles. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir des bonnes limites, des bonnes règles, et si possible même une procédure dans laquelle on nous dirait bah là tu peux transgresser, il n'y a pas de problème, et puis là, bah non, là par contre c'est interdit de transgresser. Alors évidemment, on est tenté de penser comme ça, mais je vais prendre un exemple volontairement caricatural, mais pour illustrer le problème qui se pose si on veut établir simplement des règles de ce type-là. Si je dis par exemple, mécaniquement, eh bien, au-delà de 90 ans, il n'y a pas de problème, on peut transgresser parce que voilà, hein, la vie a poursuivi son cours jusqu'à une date quand même assez importante. Au-delà de 90 ans, on peut prendre des décisions de fin de vie et transgresser. Mais en revanche, à 89 ans et 6 mois, il est absolument impossible de transgresser cet interdit. Évidemment, vous voyez qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver avec des situations très problématiques de gens qui auront moins de 90 ans, juste de quelques mois, et qui sont dans une souffrance absolument terrible, ou peut-être même de plusieurs années, et à qui on va simplement dire « Ah ben non, désolé, hein, la procédure interdit que nous puissions vous aider à vous donner la mort. Il va falloir souffrir encore pendant 45 ans. Mais quand vous serez arrivé à 90, vous allez voir, on va pouvoir vous liquider dès le jour de votre anniversaire. » Évidemment, le lendemain, on peut avoir les situations inverses, c'est-à-dire à 90 ans et un jour, on pourrait aussi être dans l'idée de se dire bah maintenant le règlement m'autorise à vous donner la mort, donc je vais le faire d'une manière très légère et avec l'assurance du règlement. Et vous vous rendez bien compte dans ces deux exemples, même si on multiplie les critères, j'ai pris évidemment quelque chose de très caricatural, mais même si on multiplie les critères, on va se retrouver finalement avec quoi? Avec une série de critères mécaniques pour lesquels finalement, j'allais dire une intelligence artificielle, mais on n'aurait même pas besoin de ça, un petit code avec des points en disant ben, est-ce que là on coche la bonne case, et puis là aussi un ordinateur pourrait vous donner la réponse à la fin en disant ben, lui on peut le liquider
où lui, on ne peut pas liquider. Et on revient évidemment à la problématique de départ, qui est la perte de notre dignité humaine, c'est-à-dire que nous déléguerions à des procédures techniques des décisions qui sont en fait extrêmement graves et importantes. La dernière chose, et je sais qu'il me reste juste 2-3 minutes, le dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est le concept de procès. C'est la dernière proposition que fait Marc Grassin et c'est sa proposition d'ensemble. C'est de dire, voilà, à partir du moment où je pars du principe que je suis à la fois pour et contre les décisions de fin de vie, à partir du moment où je dis que les décisions de fin de vie ne peuvent être qu'une transgression, comment, en fait, cette décision se prend? La proposition de Marc Grassin, c'est de dire qu'à chaque situation, il faut qu'il y ait un procès. Et là, évidemment, je vous mets en garde contre un malentendu. Je ne dis surtout pas, c'est exactement l'inverse, qu'il faut faire dans un tribunal un procès avec un jugement extérieur qui dirait c'est comme ça ou comme ça. On a eu le cas dramatique de Vincent Humbert, qui évidemment, c'était une décision qui était impossible à prendre et qui a été tranchée par un tribunal et c'était évidemment l'horreur. La proposition de Marc Grassin et la mienne aussi, c'est de dire qu'évidemment, il faut dans ce type de situation que toutes les parties prenantes, qui peuvent être la personne concernée, si elle peut décider et être consciente de ses décisions, le corps médical, mais aussi le corps médical au sens large du terme, les infirmiers, les infirmières, la famille, il faut qu'ils instruisent un procès, non pas au sens d'un tribunal, mais au sens d'un processus de réflexion qui prend en compte l'ensemble des facteurs et qui décide d'une manière humaine, responsable et assumée, éventuellement d'avoir recours à une transgression. Autrement dit, en conclusion, je sais que mon sujet n'était pas particulièrement drôle, mais le but, c'était de vous donner des éléments. Je crois que la philosophie est là pour ça. C'est d'essayer de poser la bonne question. Comment ne pas perdre notre dignité dans ce type de décision et de vous donner quelques concepts. La transgression, l'idée qu'on peut être à la fois pour et contre quelque chose, c'est ça la vraie pensée, c'est de relier des choses qui ont l'air contradictoires et d'instruire un procès avec la conviction, et je terminerai là-dessus, que le seul enjeu pour ne pas perdre notre dignité, c'est d'être pleinement présent à l'autre et à la décision et à soi-même dans un ensemble pour prendre éventuellement des décisions gravissimes. Merci de votre attention.